Eh bien, bonjour à tous. Je suppose que vous devez bien m'entendre, oui. Euh, Bienvenue à à ce deuxième webinaire donc d'une série de trois consacrés à réfléchir en une trentaine de minutes aux pistes que nous donne cette crise pour se renouveler en tant qu'individu ou en tant que gestionnaire, leader d'une organisation, d'une équipe et pour réfléchir aux avenues sur lesquelles on peut se diriger pour aussi renouveler nos organisations, renouveler nos sociétés, le monde en général. Et la semaine dernière, j'avais proposé quelques pistes de réflexion à partir, j'allais dire, du rebrassage de nos priorités. Autrement dit, j'avais essayé de faire sentir combien une crise, et en particulier la crise de la pandémie qui nous a fixés chez nous dans un mouvement de confinement, d'isolement, un peu de repli, avait d'une certaine façon avait donné cette opportunité de renverser le rapport qu'il existe entre les urgences et puis ce qui est important et qu'il était possible, sans doute, comme première leçon à tirer de cette crise, eh bien, de réfléchir à un régime qui ne soit plus un régime uniquement d'urgence généralisée, dans lesquelles ce sont les urgences qui dictent ce qui est important, mais aussi de mettre en place des régimes de priorité dans lesquels, justement, c'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que lorsque l'importance guide les urgences, eh bien, les urgences disparaissent pour devenir précisément des priorités, nous emmenant vers des choses essentielles. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose d'un petit peu différent, d'une certaine façon. Alors, attendez, parce que j'ai perdu... je ne sais pas si... Je n'arrive pas à vous partager mon écran. Si, ça y est, voilà. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Moi, je ne le vois pas. Christophe, on Vous voit voyez mon écran? ton ordinateur, mais on voit des Acrobat Pro DC dans la gestion des fichiers. Pardon? On voit quoi? On voit présentement les différents fichiers que tu avais présents d'ouvert. Je pense que ce n'était pas le bon écran qui était partagé. Alors, attendez. Je m'excuse, je n'arrive pas à partager mon écran. Laissez-moi juste quelques minutes. Est-ce que ça fonctionne? On voit Non? ton bureau présentement. OK. Euh, Ah, ça marche? Oui, tout est beau. Alors, désolé pour ce petit incident technique, excusez-moi. Donc, je disais aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à autre chose, à une autre piste qui nous est donnée par cette crise. Et c'est ce que j'ai appelé un leadership inspiré. Et je vais partir un peu comme la semaine dernière, puisque c'est un peu le but de ces webinaires, de s'interroger sur évidemment quels ont été les renversements en cours ou les effondrements en cours produits par cette crise, parce que c'est justement le propre d'une crise que de produire ces renversements et ces bouleversements un peu majeurs, non pas pour en constater, j'allais dire, la catastrophe et pour nourrir le regret du monde d'avant, parce que je pense que si nous vivons dans le regret du monde d'avant,
nous allons vouloir y retourner très vite sans pour autant en tirer les leçons. Mais dès lors qu'il s'agit de voir ces effondrements comme des métamorphoses ou ces effondrements comme des transformations, eh bien, je pense que cette crise nous donne une autre piste que celle que j'ai évoquée la semaine dernière, qui est celle de ce que j'appelle et de ce que je vais définir comme étant l'inspiration. Et vous savez que l'inspiration, c'est une forme de connaissance qui n'est pas exactement de la même nature que les connaissances que nous formons habituellement avec ce que nous savons faire, avec la façon dont nous réfléchissons. Et justement, parce qu'une crise bouleverse aussi les manières de réfléchir, les manières de voir le monde, et parfois même, j'allais dire, les rendent obsolètes, eh bien, ces moments un petit peu cruciaux, surtout lorsqu'ils sont majeurs, comme la pandémie que nous vivons actuellement, eh bien, sont des opportunités, à mon sens, aussi de réfléchir à la façon dont on peut accéder à la connaissance d'une façon un peu différente que ce à quoi nous sommes habitués jusqu'alors. Je vais commencer, comme la semaine dernière, par un petit extrait du livre que j'ai publié récemment, donc, qui est un roman d'anticipation à 2030, et qui est en même temps une réflexion sur précisément l'avenir de l'Occident et de l'humanité issue de l'Occident, c'est-à-dire cette humanité qui vit dans une certaine avidité, qui vit aussi parce qu'elle possède quelque chose. Euh, euh, donc, je vais prendre simplement deux petites citations de ce livre. Comme nous tous dans cette aventure, ça c'est un personnage qui s'adresse à l'autre, comme nous tous dans cette aventure, vous n'avez plus aucune porte de sortie. Nous avons fermé toutes les portes de notre raison pour nous obliger à l'inspiration. Et puis un peu plus tard, toutes les portes de la raison doivent se fermer pour que les inspirations surgissent comme la seule issue possible. Et c'est de ça dont je voulais vous parler parce que je crois que les personnages du livre, j'en avais un peu parlé la semaine dernière, sont dans une situation où finalement, ils n'arrivent plus à raisonner exactement à partir de ce qui se passe, ils n'arrivent plus véritablement à comprendre cette pandémie qui, j'allais dire, inonde le monde et qui va toucher notamment les mains des plus possédants, des plus riches, des plus puissants. Et ne comprendront plus exactement le sens de tout ce qui se passe, ils vont devoir chercher d'autres façons de comprendre, d'autres façons de donner un sens. Et ils vont faire surgir, comme vous l'avez compris, justement, ils vont aller puiser dans leur inspiration. Alors c'est de ça dont je voulais vous parler parce que les crises ont cette vocation justement de nous ouvrir des espaces de création, de nous ouvrir des espaces d'imagination et de nous ouvrir aussi des espaces d'intuition, d'inspiration, qui, de mon point de vue, sont des sources inépuisables, propres à tout le monde, qui pourraient nous donner des idées nouvelles sur la façon de régénérer nos façons de faire, nos façons de vivre, nos façons de gérer. Alors, je vais commencer par un petit détour sociologique en vous parlant de ce qu'on appelle l'effondrement des systèmes de légitimité, pour vous faire comprendre à quel moment, pourquoi justement l'inspiration devient une alternative. Ce qu'on appelle un système de légitimité, c'est un discours en fait qui est tenu et qui est censé lever les objections. Autrement dit, on va considérer comme légitime un discours qui, d'une certaine façon, va mettre à peu près tout le monde d'accord à partir d'un certain ordre des choses, à partir d'un certain ordre du monde, et à partir de là, créer une forme de consensus, alors il n'y a jamais consensus complètement, consensus social autour de ce discours. La recherche l'a très bien montré depuis maintenant longtemps, et en particulier dans cette pandémie, ce que la recherche a montré se manifeste de façon assez vive, eh bien, c'est que dans certaines grandes crises, pas dans toutes, mais dans certaines grandes crises, on assiste à l'effondrement de ces discours qui, avant la crise, permettaient d'entretenir une forme de cohérence sociale, permettaient d'entretenir un sentiment que l'on comprend un peu l'ordre du monde. Or, vous conviendrez avec moi que pendant l'année que nous avons passée, eh bien, il nous est souvent arrivé de ne plus comprendre exactement l'ordre du monde, de ne plus comprendre exactement ce dont il s'agissait. Alors, si je fais un peu un petit détour par la sociologie,
Il existe trois grands systèmes de légitimité, c'est-à-dire trois sources de légitimité qui ont été identifiées notamment par un sociologue qui s'appelle Max Weber. Certains sont peut-être familiers avec sa littérature. La première légitimité qu'il identifie, c'est ce qu'on appelle la légitimité charismatique. La légitimité charismatique, c'est finalement ce discours qui puise dans le sacré et qui va donc soumettre le monde profane aux lois du sacré et qui finalement ordonne le monde profane avec le sacré. C'est, vous avez compris, c'est le système de légitimité charismatique, c'est la foi qui permet finalement que cet ordre tienne la route. Alors, ça a été un système de légitimité fondamental pendant des centaines, des siècles et des siècles un peu partout sur Terre, et ça a été mis à mal maintenant depuis plusieurs dizaines d'années. Et la partie sacrée, j'allais dire, c'est peu à peu, en tout cas, réduite et n'a plus été considérée comme le système de légitimité fondamentale qui devait, d'une certaine façon, nous conduire dans nos sociétés. Il existe un deuxième système de légitimité qui est la légitimité traditionnelle. Et là, c'est lorsque la culture va soumettre la nature, c'est-à-dire lorsque l'on va s'en tenir, lorsque finalement l'ordre du monde va s'en tenir à des traditions, va s'en tenir donc à des traditions souvent anciennes, parfois centenaires, millénaires, des valeurs, des comportements, bref, une culture. Et ce qui permet de tenir ce système de légitimité, c'est le respect de la tradition. Alors, vous savez d'ailleurs qu'il y a certaines religions, on parle ici de la légitimité charismatique, qui peu à peu se sont transformées en une sorte de système traditionnel où les gens, j'allais dire, participent à des rituels, par exemple, par tradition. Nous faisons Noël aujourd'hui souvent par tradition et moins par foi. Et puis, il existe un troisième système qu'on appelle la légitimité rationnelle légale et qui, là, est un petit peu différent puisqu'il s'agit de comprendre les lois de la nature pour soumettre le monde à ces lois de la nature à partir du moment où on les comprend et on est capable de les prédire et de les manipuler. Et ça, c'est évidemment la science qui fait ça. Et donc, nous vivons, depuis maintenant pratiquement 2 siècles, dans un système de légitimité rationnelle légale dominant, où finalement la science, au sens large du terme, régule l'ensemble du discours qui est censé lever les objections. Qu'est-ce qui se passe dans la crise de la pandémie et qu'est-ce qui se passe dans certaines grandes crises? Eh bien, il se passe justement que ces systèmes de légitimité, ces systèmes de légitimité s'effondrent et ne fonctionnent plus. Autrement dit, le discours rationnel légal de la science, depuis un an, en vérité, ne parvient pas à lever l'ensemble des objections. Et vous conviendrez avec moi que ce discours a même créé extrêmement de dissensions dans la population, avec une difficulté à emporter l'adhésion et donc à s'instituer comme un discours légitime. Que disent les auteurs, et en particulier un auteur qui s'appelle Romain Lefebvre à ce propos-là? C'est lorsque tous ces systèmes s'effondrent, à la fois le charismatique, le traditionnel, et ici en particulier le rationnel légal, eh bien, lorsqu'il n'y a plus de discours légitime qui lève les objections, tous les discours peuvent être valables. Et c'est ce qu'il appelle le règne de l'opinion publique. C'est le règne de l'opinion, c'est le règne des réseaux sociaux, c'est le règne des médias qui, d'une certaine façon, vont organiser, orchestrer une foultitude d'opinions autour de ce qui est en train de se passer. C'est, de mon point de vue, le signe d'une perte de terrain, de l'intelligence, de la raison, et le début, j'allais dire, d'une sidération et d'une déconcertation de l'intelligence. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et ceci a conduit dans cette crise, de mon point de vue, à une hyperpolarisation des positions qui ont été tenues, qui sont encore tenues. Entre, d'une part, j'allais dire, le discours rationnel légal qui existe tout de même, qui est colporté aujourd'hui par le discours politique, le discours officiel, souvent fondé sur la science, c'est-à-dire l'évaluation des scientifiques, les projections des scientifiques, etc., fondé sur des commissions d'experts. Et de l'autre côté, et autour de ça, comme ce discours ne l'emporte plus, eh bien, vont se dessiner une multitude d'opinions qui vont d'ailleurs puiser dans des sources de légitimité qui sont de l'ordre de la tradition, voire de l'ordre de la foi. Vous avez tous croisé
des explications en long et en large et en travers spirituelles sur ce qui est en train de se passer, religieuses, etc. Et on arrive dans une hyperpolarisation où finalement tout ce qui va s'écarter du discours rationnel légal va être considéré comme étrange, bizarre. Et puis, d'un autre côté, un autre pôle qui, d'une certaine façon, va rassembler toutes les opinions alternatives et qu'on va considérer, qu'on considère encore, hein, vous le savez très bien, dès lors qu'on s'éloigne de la légitimité du discours rationnel légal, eh bien, on va rapidement dire qu'on est conspirationniste, complotiste, non pas parce qu'il s'agit de juger quelqu'un, mais parce qu'il s'agit de dire, en fait, avec impuissance, on constate que les discours que l'on tenait ne fonctionnent plus, ne tiennent plus, n'arrivent plus à entraîner l'adhésion. Et on arrive à cette hyperpolarisation, ces espèces de deux pôles où tu as deux choix. Soit tu es suiviste, soit tu es un conspirationniste. Vous comprenez bien que c'est hyper simplifié, que ça ne correspond pas à la réalité, et vous comprenez bien aussi que nous perdons, et c'est ce que j'ai constaté, ce que je constate dans cette crise, nous perdons considérablement de subtilité intellectuelle dans l'appréhension des problèmes. Cette hyperpolarisation va entraîner ce que j'ai appelé, ce que j'appelle un no man's land, et non pas un no man's land. Autrement dit, une espèce d'atmosphère, de climat dans lequel nous sommes sidérés, ne sachons plus exactement à quel sein nous vouer, ne sachons plus si finalement le discours officiel est toujours fiable, avec les erreurs que les politiques ont commises aussi, bien entendu. Alors évidemment, on va s'accrocher à toutes les erreurs pour essayer de se convaincre que ce discours n'est pas fiable. Et puis, on va être dans cet environnement totalement déconcerté qui va chercher, d'une certaine façon, du sens, mais en n'ayant finalement que deux abreuvoirs auxquels aller se désaltérer. Et ces abreuvoirs, c'est soit tu te rattaches au discours rationnel légal des instances sanitaires et politiques, soit tu te rattaches à d'autres discours, mais si tu te rattaches à d'autres discours, attention, tu deviens complotiste ou inspirationniste, ou conspirationniste. Cette déconcertation de la raison dans cette crise, de mon point de vue, est une magnifique opportunité. Et c'est pour moi l'opportunité précisément de faire place à une autre façon d'appréhender le monde que je vais appeler l'inspiration. Alors je lance donc un nouveau courant. On pouvait être suiviste, on pouvait être conspirationniste. Je vous propose de devenir inspirationniste. Donc je lance officiellement aujourd'hui le courant inspirationniste. C'est une joke, mais c'est aussi pour vous faire comprendre que lorsque la raison a fermé toutes ses portes, un petit peu comme mes personnages des manuscrits de la main morte au début, eh bien, finalement, ça nous laisse la possibilité d'une autre forme de connaissance qui, de mon point de vue, est propre aux leaders, en tout cas à certains leaders. Alors, l'inspiration, c'est quoi? Eh bien, l'inspiration, c'est plusieurs choses. L'inspiration, c'est d'une part, et là, je vous fais part d'un résumé des recherches qui ont été faites sur ce concept d'inspiration, et puis j'essaye d'en tirer un certain nombre d'implications. D'une part, c'est un mouvement intérieur, c'est-à-dire c'est un mouvement, une impulsion. Et attention, ce n'est pas une pulsion, c'est une impulsion, d'accord? C'est-à-dire c'est une évocation qui porte celui qui, j'allais dire, vit ce mouvement intérieur à renouveler sa compréhension du monde. Donc, quelque part, l'inspiration guide toujours, conduit toujours à un renouveau, quelque chose de nouveau. Une œuvre inspirée, une œuvre littéraire, une œuvre picturale, une œuvre musicale inspirée, c'est une œuvre qui est nouvelle. C'est-à-dire qu'elle porte en elle-même des éléments qui n'ont jamais vus et jamais entendus. D'accord? C'est bien pour ça que des multitudes de touristes, alors ça c'était avant, on imagine que ça va se reproduire à nouveau, des multitudes de touristes se pressent dans les plus grands musées du monde pour aller admirer des œuvres, et on se pose la question de savoir qu'est-ce qui pousse ces gens à faire autant de kilomètres pour aller voir des œuvres. Eh bien, c'est pour aller justement se confronter à ce nouveau, à ce renouveau.
C'est aussi un enthousiasme, un souffle créateur. Alors là, on parle plutôt pour les artistes, pour les chercheurs. C'est-à-dire qu'il y a ici quelque chose qui est habité, porté par la création, par quelque chose qui crée. L'inspiration débouche sur la création. Ça débouche sur du nouveau et ça débouche sur de la création. Mais l'inspiration, c'est aussi une influence. Hein. Lorsque vous dites j'ai écouté un discours, j'ai écouté une conférence, j'ai écouté quelqu'un et j'ai trouvé très inspirant, vous êtes en train de dire j'ai été sous l'influence de cette personne parce qu'elle a éveillé en moi des idées et on peut aussi écrire un récit, un roman en s'inspirant de tel auteur. On peut faire des choses en s'inspirant d'eux. Donc il y a quelque chose qui influence. C'est pour ça aussi que ça appartient au leadership, l'inspiration. Pour faire les choses simples, c'est un souffle, une infusion d'idées, une suggestion, l'éveil ou la création d'un sentiment ou d'une impulsion. Voilà qui résume à peu près la façon dont est définie l'inspiration. J'attire votre attention sur le dernier point. La science elle-même, si ce n'est l'expérience, montre que l'inspiration se produit après une impasse ou une période de frustration. Autrement dit, l'inspiration se produit dès lors que vous êtes dans une impasse, dès lors que des portes sont fermées, dès lors que vous n'avez plus de solution à un problème, dès lors que votre façon de penser et de résoudre les problèmes ne permet plus de le faire. Ça s'appelle une crise. Et même lorsqu'un artiste est devant une page blanche, ça veut dire qu'il est en panne d'inspiration. Autrement dit, ça veut dire qu'il est devant une impasse. Et une page blanche, la plupart du temps, c'est une bonne nouvelle de ce point de vue-là. Les sources d'inspiration, si on devait faire un petit peu le tour des recherches également, eh bien, on en distingue trois. Il y a les sources surnaturelles, pour ceux qui ont, j'allais dire, cet attrait ou cette appétence pour des dimensions invisibles, qui relèvent évidemment ici beaucoup plus d'une certaine foi. Eh bien, c'est des révélations qui sont généralement orientées vers la conversion de connaissances transcendantes révélées à l'homme. Vous savez que les Écritures saintes, les livres, les religions révélées sont, j'allais dire, des écritures inspirées d'une source divine. Mais l'inspiration peut être aussi de provenance psychique, c'est-à-dire intrapsychique. Et ici, on va, j'allais dire, remplacer la transcendance par l'inconscient. Alors, il y a beaucoup de travaux en psychanalyse, notamment, qui sont faits là-dessus. Ce sont des idées qui empiètent sur la conscience à partir de l'inconscient, tout simplement. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement, on accède à ces idées et on s'aperçoit qu'elles sont souvent plus élégantes, plus neuves, plus innovantes que celles qu'on générerait avec notre intelligence ordinaire. Et puis, vous avez évidemment les sources extérieures. Ça peut être des personnes inspirantes, ça peut être des objets inspirants, les œuvres d'art, d'accord, où finalement, à leur contact, nous allons être émus, c'est-à-dire il y a véritablement l'expression d'une émotion par ce qui est bon, par ce qui est excitant, exaltant, par ce qui est beau, et qui d'une certaine façon eh bien, illustre cette transcendance. C'est-à-dire c'est plus la transcendance divine, c'est plus la transcendance de l'inconscient, mais c'est la transcendance qui transpire à travers un objet, à travers une personne, et on dira qu'une personne est inspirante précisément parce qu'elle nous inspire. À partir de là, mesdames et messieurs, je voudrais terminer, puisqu'il me reste 5-6 minutes, en vous donnant les ingrédients de l'inspiration et en vous invitant, j'allais dire, à réfléchir et peut-être à faire l'exercice vous-même. Les ingrédients de l'inspiration, de mon point de vue, et pour à la fois l'avoir étudié pour cette présentation et puis pour d'autres occasions, et puis pour l'expérimenter aussi, puisque je n'ai pas le temps de revenir là-dessus, mais la rédaction du roman que je sors ces jours-ci a été véritablement une expérience d'inspiration extrêmement intéressante. C'est que la première condition pour vraiment connecter à l'inspiration, c'est de poser un acte absolument héroïque dans ces régimes d'urgence généralisés dont je parlais la semaine dernière. Et dans cette société où finalement nous honorons principalement, nous prônons principalement le culte de l'action et j'allais dire du mouvement permanent, c'est la nécessité de s'arrêter pour se mettre en recul. Et vous conviendrez avec moi qu'il est extrêmement complexe et difficile de s'arrêter. Mais
retenons les leçons quand même de cette crise et rappelons-nous qu'on nous a forcés à nous arrêter et à rester chez nous pendant plus d'un an, pendant près d'un an. Je pense qu'une des leçons dérivées de ce confinement, c'est apprenons par la suite, pour la suite, dans le futur, chacun, comme une hygiène de vie, à nous arrêter pour nous mettre en recul. Deuxième ingrédient, cultivons un art extrêmement difficile, celui de se poser des questions essentielles et non pas des questions inutiles. Des questions essentielles, ce sont des questions qui vont chercher le sens. Ça fait partie du mot essentiel. Ce sont des questions qui vont chercher le sens, qui ne vont pas nécessairement chercher des explications, mais qui vont essayer de chercher le sens des choses dans une appréhension globale, quasi instantanée des événements. C'est ça l'inspiration. L'inspiration, ce n'est pas un raisonnement, ce n'est pas une articulation de causes et d'effets, ce ne sont pas des systèmes qui s'enchevêtrent, c'est une espèce d'appréhension immédiate, simultanée, globale, d'un sens qui vient nous toucher et dont on sait qu'il parle de quelque chose qui nous concerne. Alors, l'art de poser des questions essentielles, eh bien, je ne vais pas avoir le temps de développer beaucoup, mais on pourrait identifier 7 types de questions. D'accord ? La première, ou en tout cas 7 types de questionneurs, je dirais, de personnes qui, comme vous et moi, essayons de nous poser des questions essentielles. La première, c'est quand on n'a pas de questions. Vous savez très bien qu'il y a des êtres humains qui n'ont pas de questions, qui ne posent jamais de questions. A priori, ils auraient toutes les réponses. Alors évidemment, c'est un cas un peu idéal, c'est un cas très théorique, parce que je crois qu'un être humain qui ne se poserait plus de questions cesserait de vivre. Et je crois que même certaines questions doivent être posées pour avancer, pour comprendre, pour se former, etc. Mais il y a cette idée qu'il n'y a pas de questions à se poser sur cette crise, il n'y a pas de sens à trouver. Le seul sens que je sais, c'est qu'il faut vite revenir à la situation d'avant. Vous avez la question sans réponse, vous devez connaître aussi ça, ces personnes qui vont poser des questions, mais de façon tellement affirmative qu'en réalité, elles ne posent pas de questions, elles disent quelque chose. Et ce sont des questions qui sont posées pour ne surtout pas avoir de réponse. Ça, c'est une fermeture. Vous avez la question pour comprendre, qui est cette question qui va chercher des explications, mais qui va stimuler notre intelligence habituelle, notre intelligence ordinaire. Et ces questions-là ne sont pas stimulantes de l'inspiration, elles sont stimulantes de notre intelligence, elles sont stimulantes de notre intellect, mais elles ne nous amènent pas vers l'inspiration en tant que telle. Vous avez la question pour changer le monde ou la question pour changer les autres. C'est-à-dire cette question qui ne nous mouille pas. Une question essentielle est une question qui nous mouille. Les leaders qui se posent des questions essentielles commencent par se poser des questions sur eux-mêmes. Vous le savez tous, si vous avez pris des cours de leadership, que lorsqu'on prend des cours de leadership aujourd'hui, on commence par se poser des questions sur soi avant de savoir comment on va pouvoir, j'allais dire, inspirer les autres. Et je crois que quelqu'un qui vous inspire, c'est quelqu'un qui a d'abord cherché l'inspiration pour lui. Et les questions 5, 6, 7, ce sont vraiment des questions qui vont stimuler fortement l'inspiration, des questions que vous allez vous poser pour évoluer, des questions que vous allez vous poser pour changer de vie, soit pour vous-même, soit pour votre organisation, et puis ce qu'on va appeler les questions contemplatives, qui sont des questions qui essaient de percer le sens de l'ordre du monde. Ça, c'est ce qu'on appelle les questions essentielles. Et puis, je crois qu'il y a aussi à tirer de cette crise une discipline qu'il va falloir cultiver, c'est qu'une fois qu'on s'est mis en recul, qu'on a eu le courage de s'arrêter, qu'on a eu le courage de se poser une question essentielle, parce qu'il faut avoir ce courage de poser une question essentielle, c'est convenir que lorsqu'on a posé la question, il n'y a rien qui se passe. Précisément parce que si quelque chose se passait immédiatement, ça voudrait dire que c'est l'intelligence qui parle. Il faut tout de suite après s'être posé une question essentielle, rentrer dans une discipline du silence et de l'écoute. Et je crois que le silence, c'est un peu paradoxal ce que je vais vous dire, est une cage d'amplification au sens. C'est dans le silence fertile qu'émergent des réponses, des images, des pensées. Ceux qui font de la méditation parmi vous savez très bien que l'un des exercices fondamentaux de la méditation, c'est déjà d'observer ces pensées. Il ne s'agit pas de les arrêter, il s'agit de les observer parce qu'elles sont inarrêtables. En revanche, ce que l'on peut arrêter dans nos pensées, c'est les commentaires que nous faisons sur ces pensées. C'est-à-dire, nous avons une pensée et immédiatement, nous faisons un commentaire. Et ça, on peut les éteindre, ces commentaires, pour ne laisser la place qu'aux pensées pures en tant que telles. Parmi ces pensées pures se trouvent la plupart du temps des sources d'inspiration. Et puis enfin, dernière chose, je crois que
cette crise doit aussi nous apprendre, en dehors du fait de nous arrêter, de revenir à l'essentiel en nous posant des questions essentielles, de cultiver un petit peu cette discipline du silence et de l'écoute. Je crois que cette crise doit nous entraîner aussi à avoir confiance et à se laisser toucher parce que l'inspiration est touchante. L'inspiration est une expérience émotionnelle. L'inspiration est une expérience qui vient nous toucher le cœur d'une certaine façon et non pas venir nous illuminer le cerveau. Et c'est ça qui nous fait dire qu'on touche du doigt une idée nouvelle, une idée qui va nous amener à régénérer les choses, à recomprendre les choses différemment. Et je crois que c'est là que se situe la source même de ce que j'ai appelé dans cette présentation l'inspiration et le leadership inspiré. Pourquoi je parle de leadership inspiré? Tout simplement parce que je pense que si nous rentrons, si nous cultivons cette discipline de temps à autre dans nos vies, issue de cette grande crise qui nous a obligés à rester chez nous, qui nous a obligés à revenir à l'essentiel, qui nous a obligés à un moment donné à faire silence pour ne plus entendre le brouhaha permanent de ce conflit perpétuel entre d'un côté le discours rationnel légal et de l'autre côté le discours soi-disant complotiste, eh bien, je vous propose de rentrer plutôt dans un flot inspirationniste et de vous laisser, de vous permettre aussi de sentir le sens de ces événements, de sentir le sens pour vous, de sentir le sens pour votre organisation à travers cette inspiration. C'est ça, d'une certaine façon, l'inspirationnisme. Et je crois que ça appartient et que ça forme petit à petit véritablement une posture de leadership. Parce que vous le savez tous, les leaders, ce sont des gens qui sont visionnaires, ce sont des gens qui voient les choses différemment, qui renouvellent les choses, qui régénèrent les choses. Et ça quoi? C'est l'inspiration, c'est pas l'intelligence ordinaire. Alors évidemment, l'intelligence peut prendre le relais après pour nous permettre de la mettre en œuvre, cette inspiration. Mais ça appartient à une autre expérience. Voilà, de façon très, très sommaire, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui à propos de l'inspiration, du leadership. Et je vous souhaite vraiment de pouvoir faire cet exercice, de vous arrêter, de chercher une question essentielle, et vous allez voir que c'est difficile de trouver une question essentielle, et puis de faire silence pour essayer d'entendre d'une certaine façon les différentes choses qui sont dites à travers ces pensées. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous invite, bien sûr, j'en profite, c'est assez naturel, à découvrir ce livre, Les manuscrits de la main morte, qui vraiment dessine des tendances. Je sais que parmi ceux qui écoutent, certains d'entre vous l'ont lu, mais qui vous invite vraiment à réfléchir sur l'évolution possible de certaines humanités. Alors, d'un côté, d'une humanité qui continue sa fuite en avant vers une intelligence qui est destructrice, et de l'autre, une humanité plus minoritaire, comme d'habitude, qui va aller chercher justement une humanité plus inspirée pour trouver des solutions nouvelles. Et c'est ce en quoi cette histoire m'a beaucoup inspiré pour animer ces webinaires et pour vous partager un certain nombre de réflexions que ceci m'a inspiré moi-même. Voilà, mesdames et messieurs, merci infiniment pour votre... Est-ce que votre livre est disponible en achat en ligne en format numérique? Oui, il est absolument disponible à la fois en format numérique et puis en format papier partout au Québec et sur toutes les plateformes en ligne. Merci à vous, merci infiniment. Je vous souhaite une très belle journée et je vous invite à vous laisser inspirer et à rentrer dans le courant inspirationniste que nous avons tous créé ensemble aujourd'hui. Merci beaucoup.